Si vous êtes responsable d'un projet de travaux, si vous êtes maître d'ouvrage, attention, car depuis le 1er juillet 2012, une réglementation spécifique encadre la réalisation de travaux à proximité des réseaux. Pour assurer la sécurité, prévenir les endommagements de réseaux, le Code de l'environnement impose désormais de prendre en compte la présence des réseaux à chaque étape du chantier dès la conception du projet. La réussite des projets de travaux sur la voie publique, sans dommages au réseau, c'est notre objectif à tous. Cette prévention des dommages au réseau, c'est bien sûr l'affaire des entreprises de travaux. Mais c'est aussi, et dès la phase de préparation des projets, l'affaire des responsables de projets, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, publics ou privés, et c'est aussi l'affaire des exploitants de réseaux concernés. Circulation jaune barrée, attention aux couvertures de plaques, pas de branchement apparent chez les riverains. Nous sommes dans les Hauts-de-Seine. La ville de Colombes s'apprête à rénover un tronçon de son réseau d'assainissement via son délégataire, Lyonnaise des Eaux. La ville en profitera pour rénover une centaine de mètres de voirie. Le chantier est classique, mais il fait intervenir 2 maîtres d'œuvre, celui de la ville de Colombes pour les travaux de voirie et celui de son délégataire, Lyonnaise des Eaux, pour les travaux sur le réseau d'assainissement. 2 maîtres d'œuvre qui ont les mêmes obligations et qui vont devoir coordonner leurs actions à plusieurs reprises. Qui font l'objet d'une rémunération. Dans le sous-sol, 6 types de réseaux. Un chantier qui illustre un cas général et qui doit commencer par une phase d'étude. La phase d'étude est une étape décisive. Le bon déroulement du projet en dépend et c'est la responsabilité du responsable de projet. Première responsabilité d'un responsable de projet en phase d'étude, le choix du maître d'œuvre qui réalisera l'étude du projet elle-même. À charge pour le responsable de projet de bien préciser la mission de son maître d'œuvre pour lui permettre de bien appliquer la réglementation. Consultation du guichet unique et émission des déclarations de projets de travaux, les DT, analyse des réponses des exploitants de réseau, au besoin réalisation d'investigations complémentaires, prise en compte de toutes les informations recueillies pour l'élaboration du projet, élaboration d'un projet de marché adapté aux contraintes de l'intervention à proximité des réseaux et des incertitudes de localisation qui peuvent demeurer. La ville de Colombes a toujours porté beaucoup d'importance à la sécurité des biens et des personnes, et également la sécurité des réseaux. Donc naturellement, avec la nouvelle norme sur les DT et les ICT, on a tout de suite mis en œuvre tout ce qu'il était possible de faire pour progresser dans ce domaine. Et on a notamment, à travers la rue Racine, associé 2 maîtres d'œuvre au sujet, en leur demandant d'intégrer dès à présent toutes les clauses techniques et financières et administratives qu'il est nécessaire de mettre dans les marchés publics de travaux. Nous sommes à Nanterre, dans les locaux d'Eau et Force, filiale de Lyonnaise des Eaux. C'est elle qui assure la maîtrise d'œuvre des travaux d'assainissement. Sa mission à ce stade du chantier, localiser les réseaux avec précision. Pour identifier les opérateurs de réseau, on consulte le guichet unique. Pour ce faire, nous traçons un polygone qui représente l'emprise du chantier. Et ce polygone va nous permettre d'identifier les opérateurs présents sur l'emprise du chantier. On lance ensuite ce que l'on appelle les DT.
qui vont nous permettre de recevoir des réponses de l'ensemble des opérateurs présents sur les réseaux. Et nous attendons ces réponses avec des niveaux de précision qui nous permettent d'identifier les réseaux sensibles, les réseaux non sensibles et la classe de précision A, B ou C. Ensuite vient donc l'étape d'analyse de toutes ces réponses. L'analyse de ces réponses va nous permettre de pouvoir déterminer si ces opérateurs ont répondu oui ou non, s'ils nous ont fourni un plan, si les réseaux concernés sont sensibles ou non sensibles, et enfin de déterminer la classe de précision qui a été apportée A, B ou C. Ce travail d'analyse est indispensable parce qu'il va nous permettre de préciser la localisation de l'ensemble des réseaux présents dans l'emprise du chantier et de déclencher, si nécessaire, ce que l'on appelle des investigations complémentaires. Ces investigations complémentaires seront proposées au maître d'ouvrage. Ces investigations complémentaires sont optionnelles pour les réseaux non sensibles, mais également pour les branchements avec affleurants visibles. Celles-ci sont obligatoires dans le cas de réseaux sensibles pour lesquels nous avons eu une réponse en classe B. Monsieur Domergue, voici le dernier. Pour préciser la localisation de certains réseaux, le responsable de projet doit commander des investigations complémentaires à une entreprise spécialisée dans la détection de réseaux. Sur ce chantier, une seule commande dont les résultats seront communiqués aux 2 maîtres d'œuvre. Bon, je vous appelle concernant une géolocalisation que nous devrions faire en express rue Racine pour des travaux d'assainissement. Donc je voudrais recevoir rapidement votre meilleure proposition de prix, votre date d'intervention souhaitée. C'est un chantier sans problème technique particulier, une petite rue, mais quand même je pense qu'il faut prendre un arrêté interdisant la circulation pour que vous puissiez travailler tranquillement. Donc pour ça, je vais vous transmettre les récépissés des DT et vous m'avez adressé par mail, si possible, votre meilleure proposition de prix avec votre date d'intervention. D'accord, donc vous avez le fond de plan DWG, on pourra se recaler dessus. D'accord, parfait. Mais écoutez, je vous prépare le devis et je vous envoie ça par mail, monsieur Domergue. Cette commande fait l'objet d'une consultation et d'un cahier des charges dont un exemple est disponible dans la partie 4 de la norme NFS 70003. Il appartient au maître d'ouvrage de fournir à l'entreprise de détection les récépissés des DT et les plans des réseaux fournis par les exploitants. Il doit aussi bien préciser l'emprise dans laquelle le prestataire devra réaliser ses investigations. Le maître d'ouvrage, la ville de Colombes, attend de notre part que nous remettions les réseaux en classe A, 50 cm de part et d'autre, conformément à la nouvelle réglementation NFS 70003. Donc l'intérêt est de repositionner les réseaux enterrés, ERDF, GRDF, PTT, AEP, assainissement, dans le cadre des futurs travaux d'assainissement de la rue, et de remettre l'ensemble de ces réseaux avec la classe de précision au maître d'ouvrage. Sur cette mission, nous allons adapter les outils en fonction des types de réseaux que nous allons rechercher. Tout d'abord la radiodétection avec les RD8000 pour rechercher les réseaux câblés. Nous allons ensuite utiliser des techniques de géophysique, les géoradars, pour localiser les réseaux non conducteurs type PEHD, et ensuite les réseaux grande profondeur avec des flexitraces pour le réseau d'assainissement par exemple. Sur cette rue, nous avons constaté que les réseaux ERDF et GRDF étaient sensiblement bien positionnés en planimétrie, mais nous avons observé un problème sur l'altimétrie. Effectivement, les réseaux étaient posés avec une charge insuffisante sur cette rue. Nous avons détecté aussi des problèmes sur les réseaux PTT. Nous avons découvert plus de réseaux que déclarés au retour des TDICT. Et nous avons eu aussi un problème sur un branchement ERDF que nous avons pu localiser suite à une perte de signal. Nous géoréférençons toute notre détection, ce qui nous permet de faire une remise sur plan. Cette remise sur plan est accompagnée d'un rapport de l'ingénieur géophysicien qui a réalisé le dossier, dans lequel il fait part de ses observations. Et ce rapport et ce plan sont présentés lors d'une réunion de travail au client afin de lui présenter notre rendu. Au terme des investigations complémentaires, le responsable de projet se voit remettre un rapport. Il dispose d'un délai de 9 jours pour le transmettre aux exploitants de réseau. Objectif, leur permettre d'améliorer leur cartographie dans les 6 mois. Mais l'enjeu principal à ce stade est d'intégrer les résultats des investigations complémentaires dans les parties assainissement et voirie du projet. Objectif, s'assurer que le projet reste compatible avec les réseaux existants et garantir la sécurité du chantier. Faire en sorte qu'aucun réseau ne soit endommagé lors du terrassement.
Au terme des investigations complémentaires, sur la base du rapport, les maîtres d'œuvre procèdent à leur propre analyse du projet. Lorsque l'on reçoit ces investigations complémentaires, on va pouvoir déterminer la nécessité ou non de réaliser des sondages. En l'occurrence, sur ce chantier de la rue Racine, 7 sondages vont être nécessaires, 3 pour localiser plus précisément des branchements sensibles en classe B et 4 afin de déterminer visuellement la présence de ces réseaux. Dans un deuxième temps, nous allons nous assurer de la concordance entre les résultats de ces sondages et le plan projet. Ici, pour le chantier de la rue Racine, nous avons dû repositionner 2 branchements d'assainissement. Et enfin, dans un dernier temps, nous allons pouvoir évaluer les volumes de terrassement à proximité des réseaux sensibles qui vont nous permettre d'adapter le DQE et les quantités. Donc en fait, nous, on se coordonne avec le maître d'œuvre précédent de manière à récupérer donc tous les sondages qui ont été faits sur les réseaux existants, sur les réseaux qui peuvent être découverts en cours de chantier et sur les réseaux qui vont être construits pendant ce chantier. À partir de là, on va établir un quantitatif, des quantités qui vont nous permettre d'apprécier un volume de terrassement qui sera porté dans le dossier de consultation à l'intention des entreprises. À ce stade de la phase d'étude, la définition du projet est suffisamment précise pour élaborer les dossiers de consultation des entreprises, les DCE. Des dossiers qui doivent comprendre les récépissés des DT et les résultats des investigations complémentaires, mais aussi le CCTP modifié intégrant les clauses techniques, le CCAP modifié intégrant les clauses administratives, la constitution des postes, la décomposition des prix globaux et forfaitaires, ainsi que le bordereau des prix unitaires. Des exemples figurent dans la norme 70003 partie 4. Ces documents permettent notamment de prendre en compte la rémunération du marquage au sol, les techniques de terrassement employées en application du guide technique et les éventuels arrêts de chantier. Nous avons conçu notre dossier de consultation en intégrant 2 critères essentiels. Le prix, bien entendu, à hauteur de 55%, et nous avons donné aussi une part importante au mémoire technique, 45%. Et dans le mémoire technique, nous avons défini précisément les réponses que nous souhaitions avoir sur les aspects DT et DICT. En l'occurrence, nous avons fixé des critères liés à la connaissance de la réglementation des entreprises qui répondaient, la formation de leurs agents, les méthodes utilisées pour travailler à proximité des réseaux. Nous avons rajouté d'autres critères comme comment entretient-on le marquage pendant toute la durée du chantier. Et à partir de là, nous avons fait notre choix. De même que pour l'entreprise d'assainissement, nous sommes arrivés au mieux disant, c'est-à-dire celui qui avait à la fois fait un prix correct, mais aussi qui avait proposé un mémoire technique qui montrait qu'il s'était pleinement imprégné et qu'il connaissait parfaitement la nouvelle norme. La ville de Colombes nous a envoyé un dossier de consultation des entreprises innovant, puisque pour la première fois, toute la nouvelle réglementation et toutes les clauses et les obligations étaient incluses dans les différents documents. Et pour, en plus des raisons pédagogiques, toutes ces clauses étaient dans le dossier marqué en orange, ce qui a attiré notre attention nécessairement. Alors il y a un certain nombre de clauses nouvelles qui apparaissent. J'en ai retenu essentiellement 2. Le marquage-piquetage, qui est à la charge des maîtres d'ouvrage, mais qui dans ce dossier particulier sera fait par l'entreprise et rémunéré en tant que tel, puisque les prix sont prévus, la rémunération est prévue dans le bordereau des prix et dans le détail quantitatif estimatif. Et également un prix de terrassement le long, à proximité des réseaux, va-t-on dire, qui est bien spécifique et qui entraîne des méthodes qui mobilisent des moyens humains et matériels un peu différents qu'un terrassement éloigné des réseaux. Les études sont terminées, les entreprises de travaux publics sont désignées, le chantier peut démarrer. Mais avant d'entreprendre les travaux, chaque entreprise doit préparer son chantier. Étape incontournable de cette préparation, consulter le guichet unique et émettre des DICT, des déclarations d'intention de commencement de travaux, auxquelles les exploitants de réseau ont l'obligation de répondre. Tant que tous les exploitants de réseaux sensibles n'ont pas répondu, les travaux ne peuvent pas démarrer.
À réception des plans, les entreprises les comparent avec les résultats des investigations complémentaires. Si des écarts apparaissent, et s'ils n'ont pas déjà été traités en phase d'étude, l'information est remontée au maître d'œuvre. Vient ensuite le marquage au sol des réseaux. C'est le responsable de projet qui est responsable du marquage. Le responsable de projet peut faire réaliser ce marquage par un prestataire de son choix, l'entreprise de travaux par exemple. Une prestation rémunérée est prévue dans le cadre de la consultation des entreprises. Ce marquage doit être réalisé sur la base d'un plan de marquage. Sur ce chantier, une bonne coordination des entreprises en charge de la voirie et de l'assainissement est nécessaire. Les exploitants de réseau n'effectuent eux-mêmes ce marquage que dans des cas précis fixés par la réglementation. Pour les travaux de voirie, comme pour les travaux d'assainissement, le marquage fait l'objet d'un compte-rendu formalisé et signé par le responsable du projet et l'exécutant des travaux. Ok, merci bien. On part sur le plan de synthèse, où logiquement les branchements sont marqués. De là, si les branchements ne sont pas marqués sur le plan de synthèse, on se réfère au récépissé de DICT, où on regarde le plan. Et de là, si le marquage des branchements ne sont pas faits, on part en théorie sur un branchement perpendiculaire par rapport au coffret. Même si les investigations complémentaires ont permis d'améliorer la localisation des réseaux, et même si le marquage offre une visibilité de leur emplacement, des mesures de précaution sont encore nécessaires. Première mesure, les sondages, pour lever les doutes mentionnés dans le rapport d'investigation complémentaire. Deuxième mesure, l'identification des zones dans lesquelles on terrassera à proximité d'un réseau et où on travaillera avec des précautions toutes particulières en appliquant les recommandations du guide technique. Lorsque les investigations complémentaires n'ont pas permis de déterminer l'emplacement des branchements des réseaux sensibles, terrasser avec beaucoup de prudence dans une bande d'une largeur de 2 mètres. Et attention, pendant toute la durée du terrassement, le marquage devra rester visible. Sur un branchement affleurant en classe B, nous procédons d'une manière où nous avons effectué un sondage. Donc on va partir sur un trou de 2 mètres sur 1 mètre, avec 1 mètre de part et d'autre du branchement. Nous allons casser la couche d'enrobé au marteau-piqueur et ensuite va arriver l'aspiratrice équipée d'une pioche à air qui va déliter la terre tout en descendant sur une méthode douce. Ce qui est toujours mieux, c'est que l'aspiratrice soit équipée d'un embout caoutchouc, ce qui évite d'avoir tout incident avec un embout en fer, dentelé, pour abîmer le branchement qu'on devrait trouver. De là, si nous arrivons à ne pas trouver de branchement suite au sondage, nous faisons appel à la maîtrise d'ouvrage qui, je pense, appellera ensuite le concessionnaire pour se rencontrer sur place pour découvrir le problème de ce branchement. Voilà, je vous appelle dans le cadre d'un chantier que nous menons actuellement à Colombes, chantier sur lequel nous rencontrons donc un souci avec un de vos ouvrages qui n'est pas placé là où il est indiqué. Sur le terrain, des écarts entre les situations théoriques et la réalité du sous-sol peuvent être découverts. On peut aussi mettre à jour des ouvrages abandonnés ou des réseaux en service qui ne figurent pas sur les plans. Quoi qu'il en soit, et même si aucun écart n'est constaté, en fin de chantier, l'entreprise doit établir un plan de recollement des ouvrages construits, un plan en classe A. Si des écarts sont découverts, l'information doit être remontée au responsable du projet et le chantier lui-même peut être suspendu. Cet arrêt de chantier est prévu par la réglementation et il doit être formalisé par un formulaire CERFA signé du responsable du projet et de l'exécutant des travaux. Nous avons eu un sondage à faire sur un branchement en classe B, où nous avons fait notre sondage de part et d'autre d'1 mètre de chaque côté de ce branchement, où malheureusement nous n'avons pas trouvé ce branchement. La réglementation oblige les acteurs à mieux étudier leur projet et préparer leur chantier. Elle impose une phase d'étude méthodique et des cahiers des charges plus précis. Le document de consultation des entreprises comporte toutes les informations sur la localisation des réseaux,
ainsi que des clauses techniques et financières qui permettent aux entreprises de répondre en connaissance de cause. À Colombes, le chantier est terminé, l'heure est au bilan. Le fait d'avoir réalisé le marquage piquetage, d'être au courant exactement du positionnement des réseaux concessionnaires, nous a aidé à travailler sereinement. Nous n'avons pas rencontré de surprises, de réseaux non répertoriés. Nous avons pu adapter nos cadences conformément à l'étude que nous avions faite. Et en cela, nous avons respecté totalement le délai imparti. Les avantages que nous avons pu constater sont, je dirais, de plusieurs ordres. Bon, d'abord, le fait d'avoir fait des études, je dirais, plus importantes que d'habitude. Bon, certes, ça a nécessité un plus grand investissement, mais à contrario, ça a permis de constituer des DCE plus précis en renseignant mieux les entreprises sur la localisation des réseaux et des moyens à mettre en œuvre. De ce fait, les offres des entreprises ont été plus optimales au regard du DCE. Et nous avons pu constater une plus grande maîtrise du chantier d'un bout à l'autre. Et la part d'aléas et d'approximation étant proche de zéro, ça a permis, je dirais, de respecter tant les délais que les coûts. Et ça, c'était important aussi. Et un point supplémentaire, c'est que les riverains n'ont pas eu à subir de désagréments autres que les travaux prévus. C'est un chantier qui s'est quand même très bien roulé. En résumé, la nouvelle réglementation définit une nouvelle procédure pour garantir la sécurité sur les chantiers en phase étude et en phase travaux. Le maître d'ouvrage est celui qui décide de la réalisation du projet. C'est donc lui qui choisit les entreprises et répond aux attentes des riverains du chantier. Ce maître d'ouvrage responsable du projet structure et organise le chantier. Il peut décider de mener des investigations complémentaires. Il passe les marchés d'appel d'offres et est garant de la bonne réalisation du projet. Les maîtres d'œuvre doivent consulter le guichet unique pour établir les déclarations de travaux, les DT. Ils doivent traiter les écarts entre les récépissés de ces DT et les investigations complémentaires, puis intégrer ces récépissés de DT et ces investigations complémentaires dans le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Les maîtres d'œuvre doivent faire réaliser le marquage au sol des réseaux. Enfin, ils dirigent les travaux. Il appartient aux détecteurs de réseau de localiser les réseaux en classe A, de signaler les difficultés qu'ils rencontrent et les imprécisions qu'ils constatent. Enfin, les entreprises de travaux publics, à elles d'établir les DICT, les déclarations d'intention de commencement de travaux, de traiter les écarts entre les récépissés de ces DICT et les investigations complémentaires, de maintenir le marquage au sol des réseaux et de respecter le guide technique.